Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Seven Art. Aujourd'hui, on est avec Raphaël, un étudiant en musicologie, et donc je te laisse te présenter. Ok, merci beaucoup. Et je m'appelle Raphaël, je suis chanteur et j'ai fait une recherche aussi concentrée sur la vie et la musique d'un compositeur vénézuélien appelé Moisés Moleiro. Et je me suis concentré principalement dans la musique pour piano et chant qu'il a composé. Et grosso modo, c'est ça le sujet de ce qu'on a fait. Super. Et du coup, dans ton travail de recherche, tu as fait toute une partie recherche vraiment approfondie déjà pour rechercher les éditions anciennes, etc. Et du coup, toi-même, tu as proposé des éditions. Parce que Oui, normalement, en recherche, en général, c'est quelque chose de très théorique oui, ou voilà. Mais là, il y a vraiment un côté aussi pratique où oui. toi-même, tu as produit quelque chose. Et je trouve ça trop intéressant. Du coup, comment ça s'est passé un petit peu le processus déjà? Comment est venue l'idée de faire ça? Qu'est-ce qui Ok. t'a... Pour finir ma licence, je devais rendre une mémoire Ok, et aussi on doit faire un concert. ok, Et le concert a des demandes spécifiques de répertoire. Et on peut choisir un peu, il doit avoir de l'opéra, parce que j'ai étudié chant lyrique, je n'avais pas dit ça, et de l'opéra, et on doit avoir peut-être de musique de différentes périodes de musique baroque, de musique classique, romantique. Mais aussi, il demande faire une œuvre, une œuvre d'un compositeur vénézuélien. ok. C'est une chose que l'université demande aux élèves. Et ok, j'ai commencé à organiser un peu mon concert Mhm. avant de penser dans par rapport Le mémoire. le mémoire. J'avais commencé à choisir le répertoire pour mon concert et c'était très difficile pour moi de trouver le compositeur vénézuélien Ok. et de trouver les partitions de compositeurs vénézuéliens. Mm. Parce qu'au Venezuela, il n'existait pas maintenant, il existait avant, mais maintenant il n'existe pas des éditoriales de musique. Ok. Donc, pour trouver les partitions, on doit normalement aller aux bibliothèques ou à collections spécifiques de l'université ou une collection spécifique d'un chanteuse ou d'un chanteur Ok. que probablement avait avant interprété cette musique. Mm. Donc, on doit faire une petite recherche Mm. pour trouver ça. Donc, ça m'a ouvert l'idée de penser pourquoi doit être pour un interprète Oui. difficile de trouver ses partitions. Mm. Ça devrait être un peu plus facile de trouver ce répertoire. Mm. Et, et peut-être c'est pour ça que la musique n'est pas beaucoup interprétée, Oui. parce que ça représente, Oui. Représente. représente une défi extra pour Oui. C'est l'interprète, parce qu'elle doit difficile. faire une recherche aussi. Ouais. Ça démotive en fait. Oui, Ah. des motifs. Parce que c'est plus facile d'acheter le livre de air antique italienne Mm. et chanter. C'est déjà fait. Je peux choisir Caro mi ben et je chante. Mais pour faire de ce type de répertoire, Mm. c'est plus difficile. On doit faire une recherche. Et tous les interprètes, ils ne sont pas nécessairement intéressés à faire une recherche très approfondie pour faire son interprétation. Ouais. Ok, ok. Et du coup, tu t'es dit, je vais le faire, Oui, puisque c'était pas encore fait. oui, c'est ça. J'ai trouvé cette manque, Mm. cet besoin de, De combler un d'avoir vide. d'avoir des éditions que soient réellement plus facilement disponibles. Ouais. Par exemple, on peut chercher la page de Petrucci, Mm. on peut chercher les partitions de Mozart, des grands compositeurs, sa musique qui maintenant c'est déjà un domaine public. Oui. Mais si on cherche de la musique de compositeurs latino-américains, Mm. spécifiquement vénézuéliennes, Ouais. c'est très difficile, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Et même les compositeurs anciens, que la musique est déjà dans le domaine public. Donc, j'ai commencé avec une idée très grande. Ouais. J'avais pensé, je vais faire une édition
de tous les compositeurs et de toutes les chansons. Et petit à petit, on se rend compte que ce n'est pas possible. Que On c'est trop doit, de travail. oui, oui, on doit commencer pour focus, non. Recentrer Oui, son oui, pour travail. se concentrer chaque fois plus précisément Oui. et dans un aspect. Et j'ai commencé ma grande recherche. Ouais. J'ai vu tous les panoramas de compositeurs Ouais. et j'ai dit, OK, ce compositeur m'intéresse Mm. parce que c'est pas très connu. Mm. C'est pas très connu dans sa musique vocale pour piano et chant, mais il est très connu pour sa musique pour piano. Ok. Il était un grand pianiste. Mm. Donc j'ai dit, ok, ce compositeur c'est possible. Et il avait beaucoup de choses que j'avais, que pouvaient m'aider Mm. parce que sa fille était vie. Ok. Je pouvais parler directement avec elle. Ouais. Et je connaissais personnellement son nièce, non, Sa nièce, sa nièce, son grand, non. son petit-fils. Oui, son petit-fils, pardon. Oui, son petit-fils. Et je le connaissais personnellement, que c'est un grand chanteur vénézuélien aussi. Et j'avais déjà ce type de choses que pouvaient m'aider Mm. dans ma recherche. Ok, oui, ça rend les choses plus faciles Oui, que oui, d'aller dans oui, oui, l'inconnu total. oui, oui. Ok, ok, trop bien. Ce compositeur, du coup, est-ce qu'il a un... Enfin, déjà, c'était quelle période en Ok, termes de date et c'était quel style, si on pourrait le définir ok, ok. C'est le 20e siècle Ok, au Venezuela. Il fait partie d'un petit groupe de compositeurs vénézuéliens que s'appelle la Escuela de Santa Capilla, ok. que c'est une petite école de composition Mm. qui a été dirigée principalement pour le maestro euh, Vicente Emilio Sojo. Ok. Il était le compositeur, le professeur d'un petit groupe d'étudiants. Ok. Et tout ce groupe d'étudiants sont devenus après les grands compositeurs du XXe siècle au Venezuela. Ok. On a par exemple Antonio Esteves, c'est Moisés Moleiro, Antonio Lauro, beaucoup de compositeurs que peut-être le nom ne sont pas très connus, peut-être ici en France, Mm. mais ils sont très, très importants, chacun dans son répertoire Mm. principal. Par exemple, Antonio Lauro, c'est un grand compositeur de musique Ok. pour guitare classique. Mm. Et je ne sais pas s'il il aura de guitaristes que vont voir cette Émission. émission. Mais la musique de Antonio Lauro, c'est très connu entre Mm. le guitariste classique. Mm. Et si vous ne connaissez pas et vous êtes guitariste, c'est vraiment très, très, très intéressant de voir Mm. ce répertoire parce que c'est très joli et c'est simplement un exemple Oui. d'un compositeur. Mais j'ai choisi Moisés Moleiro, qu'il fait partie de cette période. Ok. Et ce groupe de compositeurs, ils sont inspirés, bien sûr, de compositeurs académiques européens. Mm. C'était la mode au Venezuela de faire des harmonies similaires à Debussy. Ok. Mais tout ça, on utilise toutes ces ressources européennes Ok. de composition, mais ils ont fait ils ont développé l'idée de faire un nationalisme Ok. musical au Venezuela. Ouais. Donc, ils font une, une mixture entre ces traditions de composition européenne, Ouais. mais avec des motifs de la musique populaire, Mm. de la musique traditionnelle du Venezuela, des textes de poètes, de poètes, Oui, si, des oui, poètes. des poètes vénézuéliennes. Ok. Donc, c'est très joli, cet, cet répertoire, parce que c'est très riche Mm. harmoniquement et la qualité musicale est d'un très haut niveau, mais il utilise des ressources du folklore Mm. du Venezuela. Ok. Donc c'est complètement unique. Oui. Ok, ok. Bah, super intéressant. Ça me donne envie d'écouter. Donc j'écouterai. Du coup, tu t'es lancé cette idée. Tu as fait beaucoup de recherches déjà, bah, juste d'informations
sur les personnes, justement, du coup, enfin, tu as analysé le style, le langage musical, Oui. l'harmonie, tout ça. Et en termes d'édition, du coup, comment tu t'y es pris pour toi-même faire une édition? Il existe une bibliographie qui parle de l'édition. Vraiment, je ne me rappelle pas du nom maintenant, mais c'est dans mon mémoire, Ok. c'est spécifié tous les, les, les sources que Oui, j'utilisais pour trouver un peu plus de fondaments, comment ça dit? de fondation, enfin Oui, de base. de base. Ouais. Oui, de base pour construire ma mémoire avec des bases solides. Oui. Et c'est un très intéressant livre que parle de l'édition musicale. Ok. Réellement, je suis désolé, je ne me rappelle pas du nom de l'auteur, mais c'est disponible dans mon mémoire, dans ma mémoire. J'ai commencé à voir, OK, comment on fait une édition musicale et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois, quels sont les aspects importants que je dois choisir. Mm. Et il existe différents types d'éditions. Et il existe bien sûr les éditions critiques Mm. qui sont accompagnées normalement avec beaucoup d'informations théoriques, et historiques et tout ça. Et normalement, ces éditions critiques sont très grandes. Ok. Et donc, pour un interprète, ce n'est pas très utile. Oui. Donc, j'ai choisi, j'ai utilisé, il existe aussi un autre grand important musicologue au Venezuela, Juan Francisco Sanz, que j'ai eu la chance qu'il a été mon professeur quand j'ai commencé mon master à l'Université centrale de Venezuela. Et il a théorisé beaucoup et par rapport à l'édition musicale. Ok. Et il a parlé d'un type d'édition que c'est très clair aussi, que c'est l'édition d'usage. Ok. Oui, c'est une édition que c'est simplement pour les artistes, pour Oui. les interprètes. Pour l'utiliser Ce n'est pas nécessaire à des fins musicales. qu'il trouve un livre extrêmement gros pour interpréter une chanson. Mm. Je comprends que si on est très, comme c'est dit, si on fait une recherche profonde de répertoire, ça va donner plus de richesse Oui, dans notre parce qu'on interprétation. comprend mieux le contexte de l'œuvre, Oui, etc. oui, oui. Mais pour l'interpréter purement, on n'a pas forcément Oui, besoin de bien toutes ces sûr. Oui, informations. c'est impossible. Tu vas mettre un livre de cette épaisseur dans un pupitre, le pupitre tombe. S'effondre. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire aussi des partitions, pas pour les musicologues seulement, sinon pour les interprètes, que ce soit des éditions très simples, très bien faites, très pensées aussi. L'éditeur a la responsabilité de résoudre des problèmes que peut-être on peut trouver. J'ai trouvé quelques problèmes dans les éditions que j'ai faites, mais je dois choisir, mais d'une manière ce n'est pas une choix à la légère qu'on doit faire. On doit, OK, je vais choisir ce que je vais faire, Tu dois mais réfléchir ce qui est le mieux réfléchir, pour la personne oui, qui lira oui, l'édition. qu'est-ce que réellement voulait dire le compositeur. Et Mm. pour ça, on fait une recherche très profonde avant de tous les styles, de la manière de composer. Et si on trouve une erreur, on dit, OK, c'est clair que dans son style de composition, c'est une erreur. C'est pas possible. C'est pas possible que ça. Donc, peut-être c'est une erreur du manuscrit. Il a écrit la note un peu plus. Peut-être il était une autre note. On doit choisir ça. On ne doit pas laisser ces types de choix aux interprètes. Oui. Oui, c'est pas leur travail. Eux, oui. C'est d'interpréter vraiment et pas de se poser des questions quand ils sont face à l'œuvre. Ok. Moi, je me disais, du coup, tes choix, est-ce qu'ils ont été un peu influencés aussi par le fait que toi-même, t'es chanteur? Oui. Du coup, t'as plus ce côté de la vision d'interprète que de musicologue aussi purement, uniquement. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Et comme je dis avant, cette idée de faire cette recherche est venue d'un besoin que j'avais en tant que chanteur. J'avais besoin de trouver des partitions de ces compositeurs et je ne trouvais pas. Donc, OK, qu'est-ce que je dois faire pour trouver cette musique? Je dois faire une recherche très approfondie pour trouver les partitions. Ce n'est pas... peut-être comme je suis très intéressant, je fais la recherche, mais pas tous les interprètes vont faire une recherche. Donc, ça
on prend le risque de que ce répertoire, que c'est très joli, Oui, qui aussi, se se perdent perd parce parce que... qu'il n'y a pas de personne qui veut vraiment faire l'effort extra Ouais. de faire une recherche simplement pour faire l'interprétation. Mm. Ok. Et là, du coup, là, tu es en master, du coup, deuxième année de master Oui, à Évry. oui. Est-ce que tu continues sur le même sujet? Non, non, Non? j'ai dû changer un peu le sujet parce que c'est un peu difficile de faire un sujet concentré sur la musique vénézuélienne Mm. ici en France, Ouais. parce que je Parce que n'ai tu n'as pas accès pas à toutes accès les direct ressources. aux sources. Ouais. Je ne peux pas aller à la Bibliothèque nationale de Venezuela tous les jours. Oui, c'est C'est sûr. difficile et c'est un peu cher aussi Les aller-retour allers-retours, Venezuela-France tous c'est les vrai. jours. Ça prend beaucoup de temps. Oui, oui. Et donc, j'ai choisi une autre sujet ici en France, qui c'est très intéressant pour moi aussi, Ok. mais c'est plus facile pour moi de le faire ici, D'accéder aux sources. parce que les sources sont ici. Ok, ok. Du coup, les morceaux que tu as choisis, tu as choisi des morceaux spécifiquement piano-voix. Oui, Et est-ce qu'il y a un registre particulier? Est-ce que c'est tout le temps pour le même type de voix oui. La plupart des partitions sont faites pour des voix aiguës, Ok, pour soprano principalement. d'accord. Les interprétations qu'on trouve de Moleiro, les disques, presque tous sont interprétés pour soprano. Mm. Et il a seulement une partition qui était écrite en clé de fa, Ok. donc on peut assumer que c'était pas pour un homme. Et ce n'est pas très aigu, Mm. ça pourrait être interprété pour un baryton ou pour un ténor Mm. aussi, mais tous les restes sont très aigus. Ok. Et donc j'ai fait aussi pour trouver une moyen de Que ça puisse être interprété oui, par oui, pour d'autres personnes que des sopranos. oui, et c'est ça. J'ai fait une édition complémentaire. J'ai fait une édition de toutes les partitions pour piano et chant de Moleiro, qui sont 13 chansons. Ok. Et j'ai fait aussi une édition complémentaire transposée pour des voix graves. Ok. Pour faire la transposition, je dois aussi faire une petite recherche par Mm. rapport à la transposition, parce que ce n'est pas, OK, je vais baisser quelques... Parce qu'il y a des choses qu'on doit prendre en En compte. compte. Si c'est réellement jouable pour le pianiste. Oui. Par exemple, si la sonorité réellement respecte ce que le compositeur Mm. voulait, avait en tête quand il a composé, et avoir aussi des basses pour faire la transposition, c'est aussi nécessaire. Ok. J'ai spécifié tout ça, Oui. comment j'ai fait toutes les procédures dans la partie méthodologique Oui. de Tu as mon... justifié tous les choix Oui, oui, oui. d'arrangement un Oui, petit oui, peu. tous les choix sont là spécifiés, mais pour ceux interprètes qui sont intéressés à faire cette musique, ce n'est pas. On peut, comme c'est dit, ignorer toute la partie théorique et tu Oui. peux Accéder directement directement. accéder aux partitions. Mm. C'est ça réellement Le but. le but de ma recherche, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour des musicologues. Oui. Que, OK, ça peut être lié pour les jurés, le jury, ceux qui vont évaluer Oui, ton le jury. mémoire, et peut-être, je ne sais pas, deux personnes de plus, et c'est Ouais. oublié. Oui, c'est vrai. Et personne ne va lire Mm. ton master. Donc pour moi, c'est important de faire une master. Si on va faire Qui réellement servent à d'autres personnes. l'effort de faire une recherche, c'est que ce soit utile Oui. pour quelqu'un, Mm. simplement pour écrire une chose qui pourrait être intéressante, mais que Ouais. personne ne va lire. Mais c'est pour ça que le but, nous, de notre podcast là, aujourd'hui, comme à chaque fois qu'on fait cet épisode du coup des réflexions, c'est vraiment déjà de rendre accessibles les mémoires qu'on peut faire en tant qu'étudiant, de les rendre visibles aussi, parce que c'est vrai qu'il y a cette problématique de un étudiant qui fait un mémoire, il passe devant son jury, il a une note, et après c'est fini, ça s'arrête là, il ne se passe plus rien. Donc nous, le but, c'est de les rendre visibles et aussi de les rendre accessibles, parce que même quelqu'un, je pense, qui n'est pas spécialisé en musicologie, aujourd'hui peut très bien comprendre ce dont on parle et peut être intéressé surtout par ces sujets-là qui, au premier abord, peuvent faire peur parce qu'on se dit oh, c'est des mémoires, donc ils sont allés super dans le détail et tout, mais non, ça peut être accessible aussi à beaucoup de personnes. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, il y a ce côté aussi interprète que tu dis, où dans les interprètes, il y a des interprètes évidemment qui s'y connaissent vraiment en musique, par exemple, etc. Mais il y a aussi des interprètes autodidactes
qui connaissent pas du tout la partie théorique et qui peuvent être freinés justement par rapport à toute cette Oui, partie, ces gros blocs oui, oui, comme oui, tu bien dis. sûr. Et justement là, le fait d'avoir juste les partitions et de pouvoir juste enfin, les utiliser comme ça, sans avoir à connaître toute la partie théorique, bah, ça permet de donner un accès plus large en fait Oui, oui. aux gens. Ça a été réellement une expérience très, très jolie pour moi. C'était la première fois que j'ai fait une recherche Ouais. musicologue, et parce que je suis chanteur, Oui. et ça a été mon métier. J'ai fait beaucoup de... Je chantais, réellement, c'est ça que je faisais. Mais j'avais aussi, avant, faire des études de sciences, Ok. des études de génie-chimie. Ok. Ça a été réellement mon première approche universitaire a Ouais. été avec les sciences. Ouais. Donc, j'ai aussi cette côté scientifique Mm. que c'est important pour moi. Oui. Et faire ce type de recherche m'a donné la possibilité de mélanger un peu Les deux. mes passions. Ouais, Parce que c'est c'est la vrai. partie interprétative, la partie, on peut dire, euh, comme se dit, esthétique, ces recherches esthétiques qu'on Mm. a en tant qu'interprète, Oui. comme musicien, qu'artiste, et aussi la partie méthodologique Mm. et la partie d'analyse et la partie de recherche que donnent les sciences. Ouais. Donc ça permet de faire De lier les deux. mélanger un peu les différentes passions que j'ai. Et, et ça a été très joli aller à la Bibliothèque nationale de Venezuela et voir les partitions, les manuscrits Mm. des compositeurs et voir réellement Les notes les notes écrites. du compositeur et aller la fille de compositeur, parler avec elle. Mm. Elle m'a donné quelques commentaires de la vie de son père, Ouais. de sa relation personnelle avec son père. Ouais. Et ça a été très joli voir tout ça, Mm. voir le compositeur, pas simplement comme comme c'est dit, un tableau, Oui. non, sinon, voir le compositeur comme un Une être vraie humain, personne. avec une personne qui a Ouais. vécu, qui a fait des De choses, connaître son histoire. de connaître, et de première main, parce que Ouais. j'ai parlé avec sa fille directement, voir sa sourire quand elle Ouais. parlait de son père, ça a été C'est très joli. touchant. Ça a Ouais. été très joli faire ce recherche et avoir ce contact plus direct Oui. avec le compositeur. Quand tu as la partition avec la lettre de compositeur, qu'elle a écrit À la tout ça main. sorti Ouais. de sa créativité, Mm. et tu peux voir comme se dit, le Mm. borrone, le mancione, Oui, les tâches, les oui, les tâches, ratures, les les. erreurs, tout ça, parce que c'est un être humain il essaie de poser en papier ce qu'il Une a trace ouais, dans sa de tête, son dans esprit. son esprit. Et donc, c'est joli d'avoir cette Mm. relation un peu plus profonde Oui. avec le compositeur. Oui, tu vois vraiment l'humanité du compositeur et Oui, pas seulement le produit fini oui, oui, finalement. oui, parce que il existe souvent c'est ça que je n'aime pas beaucoup, c'est cette approche froide à la musique. Oui. Ce n'est pas, la musique, ce n'est pas froid. Tout ce que veut étudier de la musique, c'est réellement parce qu'on a une recherche spirituelle, on peut dire, ou une recherche esthétique, Mm. ou une recherche de créativité qu'on veut développer. Donc, si tu vois la musique comme Oui. des notes et de rythmes, des choses Et froides, des enchaînements. des enchaînements, ok, tout ça c'est réel et c'est utile de savoir tout ça, mais ce n'est pas la musique. Oui. Vraiment, tu peux faire une progression d'accords et Mm. ça ne fait pas de la musique. La musique, il a fait l'émotion, Mm. Et ça la vient de sensibilité. l'âme de la personne qui Oui, l'a faite. c'est ça. Et donc, avoir cette côté pour moi, c'est nécessaire toujours de voir la musique comme un art, Oui. pas des notes qu'on Oui. doit rédiger, on doit faire un dicté. Non, ce n'est pas la musique. La Ouais. musique, ce n'est pas faire un dicté. La musique, c'est d'émouvoir les autres, Mm. de partager Oui. des idées, de sensibilité. Mm. Donc, pour moi, c'est important d'avoir toujours cette recherche de voir la humanité dans la Oui. musique. Mm. Pas simplement penser que la musique, c'est des sons. Non, Oui. non, c'est des émotions Oui. pour moi. Ok. Pardon, Ah non, mais. j'étais très, très passionné Ouais, dans je cette vois ça. partie. Pardon. Mais je suis tout à fait d'accord.
d'accord en vrai. C'est vrai qu'il y a toujours aussi cette volonté de vouloir être parfait, de vouloir être carré, que ce soit. Mais en fait, L'imperfection fait non, partie de nous. l'imperfection fait partie de l'humanité et c'est ça qui est beau aussi dans la musique, c'est que tout le monde fait des choses différentes parce qu'on est tous différents. Tout le monde fait des choses, enfin une chose qui lui est propre, qui sort de son corps, de ses pensées, de son âme. Et c'est ça qui rend justement l'œuvre d'un artiste unique et passionnante et touchante. C'est pour ça que bah, toi, tu peux adorer un artiste que moi, je vais pas aimer et inversement, parce que c'est ça aussi le côté humain de la musique Oui. finalement. On est parti Ah oui, oui, en débat un peu plus philosophique, philosophique, oui, oui, oui. mais bah, je pense que c'est parce qu'aussi on a fait un peu le tour du sujet. De toute façon, ton mémoire sera disponible dans la barre d'infos, avec du coup les partitions que tu as éditées aussi, donc tout sera disponible. Et puis voilà, et puis c'est un super beau projet, ça a dû te prendre énormément de temps, d'énergie, mais ça se voit que tu as mis tout ton cœur, donc c'est trop beau. J'ai rien d'autre à ajouter, à part merci beaucoup d'être venu parler de ton Merci mémoire à du toi. coup. Et puis on se retrouve dès dimanche prochain pour un prochain épisode du podcast de l'association Seven Art.